La mort, moi, comme je dis, elle peut arriver n'importe quand. On voit maintenant comment ça se passe dans le monde aujourd'hui. Enfin, je veux dire, quelqu'un peut mourir n'importe où, à n'importe quel moment. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je serai votre Patrick Poivre d'Arvor. Je viens vous présenter un livre, un excellent livre, Homme d'action, écrit par Julien B qui est là, ancien commando marine. Donc il va nous faire part de son expérience, c'est toujours un sujet intéressant par rapport aux arts martiaux, au système de combat, c'est des choses qui nous intéressent. Est-ce que Julien tu peux te présenter? Bonjour à tous, donc je suis Julien, voilà, j'ai fait 13 ans chez les commandos marines et j'étais spécialisé dans un groupe en contre-terrorisme et libération d'otages. Actuellement, je n'y suis plus. Et alors comment ça se passe avant de partir en mission? C'est simple, hein, la mission elle tombe, voilà, donc le chef de groupe lui va à une mission avec les grands chefs. Et à partir de là, il revient, il nous donne les éléments, on prépare en fonction, et une fois qu'on arrive dans le pays ou à proximité, ou dans un pays à proximité, on commence à faire une ébauche de la mission en elle-même, via les renseignements, via tout ce qui va pour pouvoir accomplir la mission d'une bonne manière. Et on donne les éléments, oui, non, on peut faire, on peut pas faire. Voilà. Et quel temps il nous faut pour pouvoir la faire, qu'est-ce qu'il nous faut comme moyen pour pouvoir la faire, et de quel type on va faire cette opération. Donc là, si j'extrapole un peu, ça peut être une opération héliportée, une opération pédestre, une opération véhiculée. Et c'est quoi ton état d'esprit avant de partir en mission justement? À partir du moment où tu fais partie des commandos marines ou des forces spéciales, c'est que tu aimes l'action, c'est que tu es prêt à aller au combat, parce que déjà tu es formaté pour ça pendant le stage commando. Donc tu es dans un an, tu es relax, parce qu'en fait tu vas faire ce que tu aimes faire. Quand je monte sur un ring, à la rigueur tu perds une dent ou un nez, quoi. Là tu peux perdre ta vie quand même. Tu as un certain honneur à aller faire cette mission, parce qu'on te donne déjà, c'est une mission d'un gros calibre. Si tu vas chercher une grosse target qui a un gros CV. Qu'est-ce qu'une target? Alors une target, c'est un objectif, hein, tout simplement. Donc suivant la mission, ça peut être un terroriste, ça peut être quelqu'un qui est recherché par différents pays, ça peut être autre chose. On peut être dans du narcotrafic, on peut faire du renseignement, aller chercher un renseignement important qui va pouvoir servir dans une mission future pour aller chercher justement une target, une cible, d'accord? Et voilà, donc nous on appelait ça des HVT, High Valor Target. Les types de missions sont bien différents, donc on a de la libération d'otages, ça c'est à la base notre mission première. Donc comme dernièrement il y a eu pour les personnes du commando Hubert là, qui ont... Au Mali là, c'est ça? Voilà, voilà exactement, au Sahel très exactement, une région, une zone. D'ailleurs, excuse-moi, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Il y a les gars qui se sont fait enlever. Bon, la moitié de la France leur a craché dessus. Je suis un peu du même avis que tout le monde, c'est-à-dire la plupart du temps où on fait des libérations d'otages, il faut voir que c'est des gens qui n'ont pas écouté et qui ont contourné ce qu'on leur avait dit, ce qu'on leur avait interdit, afin d'avoir quelque chose de bien précis. Alors moi, libération d'otages, c'est plus sur des journalistes que j'ai fait, donc voilà, ils veulent aller chercher quelque chose dans un théâtre qui malheureusement n'est pas favorable. Je prends l'exemple en 2010 des deux journalistes de TF1 qui s'étaient échappés d'une base française en Afghanistan et qui se sont fait enlever un quart d'heure, voire une demi-heure après, alors qu'on leur avait interdit de sortir. On sait déjà qu'il y a pas mal d'otages dans ces régions-là, et je pense que ces deux personnes-là, malheureusement, elles ont un peu cherché ce qui leur est arrivé, et malheureusement, on sait ce qui en découlé derrière pour l'unité qui a été les libérer. Quel est ton rapport justement à la mort qui peut advenir lors des missions? En fait, on n'y pense pas. Clairement, on n'y pense pas. Moi, c'est bien particulier parce que mes proches n'ont pas su tout de suite que je faisais ce métier-là. Parce qu'à un moment donné, on essaye un peu aussi d'être professionnel et de pas trop leur faire peur. Même si la majeure partie, ils connaissent pas. Hein. Ils connaissent pas ce milieu, ils savent pas vraiment... Même si je leur avais dit force spéciale, je pense qu'on m'aurait dit ouais c'est du militaire, mais en fait non, il y a quand même des grosses différences. Donc on essaie de cacher un petit peu, mais après effectivement il y a les femmes de ces gens-là, de ces soldats-là, je pense qu'elles sont au courant et maintenant il faut l'accepter. Il
faut l'accepter. Maintenant, la mort, moi, comme je dis, elle peut arriver n'importe quand. On voit maintenant comment ça se passe dans le monde aujourd'hui. Je veux dire, quelqu'un peut mourir n'importe où, à n'importe quel moment. Honnêtement, il n'y a pas plus de dangerosité à aller faire une opération à l'étranger que là, vous passez un soir à 2 h du matin, vous tombez sur quelqu'un qui est alcoolisé, qui veut un truc, une cigarette et qui vous met un coup de couteau au bout du compte pour rien. Voilà, donc ça c'est mon avis. Non, mais la différence qui est psychologique en tout cas, c'est que dans ton métier, ça en fait partie. Exactement. Dans mon métier, on sait à quoi s'attendre. On est formaté au stage commando, on est formaté pour ça. On est préparé, on est poussé tellement à l'extrême pour rentrer dans cette unité, dans les forces spéciales en général, mais dans n'importe quelle force spéciale du monde. Les Navy Seals, voilà, c'est exactement pareil. C'est des stages très durs où on est poussé vraiment à bout, hors de nos limites, pour pouvoir justement nous faire voir que même au-delà de nos limites, on est capable de retranscrire des choses. Et c'est ça qu'on apprend. Parce que quand on va être en opération, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que, à un moment donné, on va être au-delà de nos limites. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand vous faites 20 km d'infiltration pédestre, donc à pied, avec du matériel sur le dos, avec un gilet. Donc au total, moi par exemple, j'avais presque 60 kg sur moi. Ah oui. Vous faites 20 km d'infiltration dans les chaînes de l'Himalaya, de nuit, il ne faut pas vous faire déceler par les ennemis, par la population, parce qu'il faut agir en discrétion au maximum pour pouvoir, pour s'approcher au plus près de la target, tout ça. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et ça, on ne se rend pas compte, mais même si on est préparé physiquement, à un moment donné, ça nous tire sur le corps. On est obligé d'aller au-delà de nos limites. Et c'est ça, et ce stage, il nous sert à ça, à se préparer psychologiquement et mentalement. Tu as des petites anecdotes croustillantes d'ailleurs, sujet sur des épreuves qui sont particulièrement difficiles. Un des exercices les plus connus, on va dire, chez notamment les commandos marines, c'est la fameuse cuve. Une eau froide, donc c'est un bassin en gros, 50 mètres de large, 7 mètres de profondeur, une eau froide, comprise, on va dire, entre 2 et 7 degrés. Et ça, c'est un peu l'appréhension de tout le monde. Et pendant le stage commando marine, il n'y a quasiment pas un jour où on ne va pas dedans dans cette eau, où on fait des exercices, des parcours dans cette eau, à savoir que dans une eau à 2 degrés, normalement, le corps il tient entre 2 et 3 minutes, 4 minutes maximum. Donc on est dans un état où on est obligé de dépasser ses limites pour pouvoir réussir le parcours, pour pouvoir faire ce qui nous est demandé. Paradoxalement, ça n'a pas l'air si impressionnant. Non, c'est pas impressionnant, mais moi j'ai une anecdote d'une section de la Légion qui était venue il y a une dizaine d'années et qui avait refusé de faire la cuve. Pourtant les légionnaires... Pas une fois? Non, pourtant ils sont réputés. C'est quoi, c'est juste de l'eau froide? C'est de l'eau froide, mais si tu veux... Ouais, c'est juste de l'eau froide, mais en fait, quand tu rentres dans une eau à moins de 8 degrés, ouais. Il y a des choses qui se passent dans ton corps. Si tu rentres, tu vas avoir une espèce de barre à la nuque qui déjà t'entame psychologiquement. Tu vas avoir des crampes au mollet. Tu vas avoir le froid qui va te faire monter les palpitations du cœur. Donc en fait, tout ça, ça va jouer sur ta psychologie. Et ça va plus essayer de t'amener par le fait de dire je ne peux pas y arriver. Voilà. Mais si on veut rentrer justement dans cette unité-là, il faut passer au-dessus de tout ça. Et donc il faut passer au-dessus de tout ça, et c'est là où le mental, c'est là où ce qui fait que dans les unités spéciales, il y a très peu de gens qui sortent de ces stages. C'est ça en fait, c'est la sélection naturelle. Et c'est ça, c'est le mental qui fait que voilà. Est-ce qu'il y aurait, parce qu'on est pas mal d'internautes qui sont pratiquants d'arts martiaux, ouais, sport de combat, est-ce qu'il y a des spécificités justement de combat ou d'épreuves qui se rapprochent des arts martiaux? Oui, tout à fait. Pendant ce stage, on est amené assez régulièrement à des parcours de sport de combat, entre guillemets, où on va avoir fait par exemple une marche commando avec un sac d'une dizaine de kilomètres, et puis à l'arrivée, on va te demander de faire un parcours sur 2-3 km de plus, où là tu vas être déchargé, l'instructeur qui est avec toi, il va te monter la pile, bon, t'es déjà bien monté parce que tu as déjà fait 10 km en chrono. Et là, sur ces 3-4 km, tu vas avoir une succession de personnes qui vont venir vers toi, où il va falloir en découdre avec eux de différentes manières. Alors ça peut être une personne, ça peut être 5 d'un seul coup qui vont tomber sur le coin du crâne. Avec des gants?
Avec des gants, sans gants, il y a des gens, voilà. Et puis, Parfois sans gants, vous vous tapez dessus sans gants. Puis les mecs, ils te rentrent dedans, dedans. L'UFC à l'ancienne, quoi. Moi, je me souviens d'un parcours où donc on avait fait une marche commando. Derrière, il y avait eu ce parcours-là, donc je pars. Donc bien sûr, il y a des ateliers au PAO, donc là, l'instructeur, il te met encore plus la presse au PAO pendant une minute, tu connais. Hein. Et puis à un moment donné, on devait arriver, il y avait une sorte de rocher qui devait faire 5-6 mètres de haut, il y avait une corde. Et là, il te dit, ok, tu montes sur le truc. Et puis au moment où tu montes sur la corde, t'as 3 mecs qui te tombent sur la gueule. Quand tu es en train de monter. Voilà, exactement. Donc là, il t'attrape, il t'emmène au sol, et puis bah là, voilà, là, il faut que tu envoies un peu la soudure. Ils te lynchent. Bah, eux, le but, c'est ça. Le but, c'est de te défoncer et de t'empêcher justement de... Ils te mettent des gros coups de pompe dans la tête. Ah bah, si tu te protèges pas, ouais. Ah d'accord. Ouais. C'est poussé quand même assez à l'extrême. Maintenant, à un moment donné, s'ils voient qu'ils ont touché tout ça, effectivement, il y a l'instructeur qui est là pour ralentir tout de suite. Mais le but, c'est ça, c'est qu'ils te mettent vraiment dans une phase où tu n'es pas bien. Et c'est pour voir comment tu réagis, si tu as de la lucidité encore. Parce que c'est ça en fait qu'on veut voir, c'est la lucidité. Parce que quand tu fais des opérations, je fais le rapprochement avec les opérations, il faut une forme de lucidité. Comme je te disais, quand tu fais 15-20 km d'infiltration pédestre, tu arrives à proximité, tu as marché pendant 4 heures, 5 heures, parce que c'est plat, tu marches pas, c'est pas plat, hein, donc forcément, c'est jamais aussi simple que dans la rue là quand tu marches. Et ben, quand tu arrives pour préparer, pour aller neutraliser ta target ou récupérer des otages, il faut que tu sois lucide. Tu vois. Et donc en fait, ça sert à tout ça. Et voilà. Et je sais que moi, souvent, y a des choses qui me reviennent à l'esprit, à ces moments-là du stage. Des flashs ? Ouais, des flashs où je me disais, bah putain, ce que j'ai fait au stage, c'est plus dur que ce que je fais là. Donc il n'y a aucune raison que je flanche là. Voilà, c'est des petits rapprochements. Et d'ailleurs, peut-être que, vu que là tu es revenu au civil, est-ce que ta vie ne te semble pas insipide ? Ouais, c'est différent, bien sûr. Après, il faut s'adapter à la vie. Il faut passer à autre chose à un moment donné. Maintenant, il y a des choses qui me sont restées. Je pense comme beaucoup de gens qui pratiquent les arts martiaux, on voit dans quel monde on vit maintenant. Il faut rester lucide sur plein de choses. Il y a des choses que moi j'ai gardées. Je pense que d'autres, peut-être comme toi, font. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où tu vas dans une terrasse, généralement, il vaut mieux se mettre face à la route pour voir arriver. Peut-être pas forcément se mettre en terrasse, peut-être plus se mettre sur un côté pour éviter, voilà. On se souvient des réflexes. Des réflexes. Et, on n'y pense pas, mais on le fait. On n'y se pense pas, mais c'est naturel en fait, parce que je l'ai fait pendant des années, et là, la vie civile, surtout avec ce qui se passe maintenant, bah voilà, je m'en sers. Donc la préface a été écrite par mon ami Michael Illouz, oui, qui pratique donc le penchaxila, tout ce qui est forme de self-défense urbaine. Est-ce que toi, ce que tu apprends se rapproche plutôt des sports de combat, plutôt de la self-défense, ou plutôt d'une méthode qui est spécifique aux militaires? Alors nous, on se rapproche vachement de la self. Après, on pratique également du pied-point, parce que c'est comme partout, il y a des gens qui viennent de différents horizons. Moi, en l'occurrence, je viens du pied-point et de la self. Donc je suis instructeur aussi penchaxilat, il faut le savoir. Donc oui, nous, dans les forces spéciales, c'est plus basé sur la self. Et nous, à l'époque, c'était Charles Jousseau, qui venait assez régulièrement nous faire des cours. Et après, en interne, on avait les spécialistes dans tel domaine qui nous faisaient différents cours. Et est-ce que justement, ce que nous montrait Charles Jousseau, ce qu'on voit de lui en vidéo, c'était différent de ce qu'il vous montrait lors de ses interventions? Parce que je me rappelle que Michael Illouz me disait justement qu'il y avait une différence entre ce qu'on va montrer aux gens, ce qui fait partie justement de l'ordre du folklore, tout à fait, et ce qu'on va montrer de façon très pratique, ce qui est fonctionnel. De toute façon, comme dans toutes les unités, nous, Charles Jousseau, quand il venait, il nous montrait les choses radicales. On n'était pas dans le folklore, entre guillemets, de l'art martial, même si c'est intéressant pour plein de choses. Mais voilà, toutes les unités, pas que les commandos marines, pas que les forces spéciales, enfin toute unité, je pense, quand elles font des cours de self-défense, elles veulent des choses qui soient efficaces et qui s'approprient, qui se rapprochent de ce qu'on fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait venir des spécialistes et voilà. Et, bon, c'est normal que Michael Illouz, étant lui-même un spécialiste, quand il vient dans certaines unités, parce que je sais qu'il vient dans certaines unités,
ils leur fassent ce qui marche, voir ce qui marche. Voilà. Et toi, tu as pu déjà, tu as déjà été confronté à des attaques au couteau ou Alors, des... Ouais, il y a déjà eu des opérations où ça a été le cas. L'étranglement. étranglements? Mm. Il y a eu une défense appropriée que vous avez retrouvée dans les... Bah, il y a eu une prise d'initiative surtout, qui a été faite, voilà, mais parce qu'à un moment donné, voilà, on est dans des conditions, on est très proche des gens contre qui on se bat, on se lutte, entre guillemets, donc à un moment donné, il faut appliquer des règles où il faut utiliser certaines techniques qui marchent bien et qui mettent hors d'état de nuire définitivement l'adversaire. Est-ce que c'est toi qui as écrit ce livre? Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, moi on va dire, j'étais l'auteur, et celui qui l'a écrit c'est Brice, qui est marqué dessus en haut. Voilà, un écrivain qui mérite d'être connu, je pense. C'est une belle écriture, une belle plume. Quel passage t'a le plus plu dans ce bouquin d'ailleurs? Bah tout. J'ai pas de passage particulier parce que toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai vécues, qu'on a vécues avec les gens avec qui ils étaient. Et donc non, j'en ai pas en particulier. J'imagine que au sein de ton groupe d'intervention, il y a une espèce de fraternité qui se crée, Tout à fait. qui finit presque par être un lien filial, j'imagine. Une famille. C'est ça, hein? Une famille. En fait, bah voilà, oui, c'est ça. On reste pendant des années dans le même groupe avec les mêmes personnes. On se côtoie tous les jours, on vit des choses intenses tout le temps, en opération, même en entraînement, hein, voilà, même en stage, même en échange. On vit des choses tellement intenses et on s'est retrouvé tellement dans des situations merdiques, entre guillemets, que bah voilà, et on sait sur qui compter, et on a une grosse confiance dans tous ces membres. Et c'est comme une famille, c'est comme une deuxième famille en fait. Est-ce que tu as des conseils à donner aux nouvelles générations qui arrivent? Moi, si j'ai un conseil à donner aux nouvelles générations, c'est déjà d'arrêter de regarder les films et de voir la réalité en face. C'est-à-dire, je pense que ce livre, il explique vraiment justement la réalité de ces unités-là, ces unités spéciales. Et il faut arrêter, je pense, de regarder toutes ces séries. Je raconte vraiment la réalité, et dedans, il y a des histoires où, justement, qui sont plutôt tristes, émouvantes, parce que c'est pour faire voir, en fait, ce livre, à la base, c'est pour faire voir aux gens que ces gens-là, des unités des forces spéciales, on est comme eux. On est juste des êtres humains. Après, effectivement, on a pris un autre cap, mais on est comme eux, c'est-à-dire qu'on vit les mêmes situations. Voilà, moi j'ai des frères d'armes qui sont décédés, bah, ça fait mal. C'est comme tout le monde, hein. Voilà, on est triste, on pleure. Et tout ça ressort dans ce livre en fait, si tu veux. Et donc je dis aux jeunes, à un moment donné, il faut arrêter de se calquer sur des séries qui sont vraiment, à mon avis, loin de la réalité. Tu parles des séries... Des séries que tu vois maintenant sur Netflix, tout ça, sont loin de la réalité. Voilà. On essaye de faire rêver les jeunes avec ça, en leur sortant des choses qui sont pas toujours vraies. Les séries policières, tu veux dire, ou... Séries policières, tout. Tout. Et en particulier, plus mon domaine, tout ce qui est séries, unités spéciales, tout ça, voilà. C'est enjolivé. Le Bureau des légendes? C'est très sympa. Maintenant, moi, je suis pas dans ce milieu-là, donc je les côtoie. Je les ai côtoyés. Je les ai côtoyés. Maintenant, c'est pas mon milieu, donc je me permets pas de juger. Mais moi, je parle plus des séries style Navy Seals, des trucs comme ça, style Team 6, américaine, je parle entre guillemets, où on enjolive vachement ces unités, où c'est des héros à chaque fois. Tout va bien, toutes leurs opérations, c'est des réussites, c'est des ci, c'est des ça, alors que la réalité, c'est la réalité est dure. La réalité est dure, et on l'a encore vu récemment, il y a quelques semaines, avec l'opération du commando Hubert. C'est comme l'entraînement à la salle, qui peut être sympathique. Exactement. On gagne, on fait semblant. Et puis quand tu te retrouves dans la rue avec 5 mecs autour de toi, bah, tu te fais défoncer la gueule et tu repars ensemble. Je suis entièrement d'accord, c'est exactement ça. On est un peu dans le même, on peut faire le rapprochement, c'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'on essaie en général, à travers nos vidéos qu'on peut faire sur la chaîne Karaté Bushido, de dire aux gens que c'est pas des super-héros et que c'est pas, même avec 10 ans d'entraînement, c'est exactement on va pas défoncer 5 mecs tout à fait. Armés. Quoi. Tout à fait. Donc il faut garder les pieds sur terre. Il faut rester humble, c'est ça surtout. Ouais.
Et pareil, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient suivre ton parcours, il y a peut-être des recommandations que tu aimerais leur donner ou des mises en garde? Alors, les recommandations que je veux leur donner, c'est très simple. Si vous voulez venir dans une unité spéciale, il faut avoir un mental d'acier. Ça, il n'y a pas de solution. C'est ce qu'on appelle, nous, la sélection naturelle. Maintenant, le mental, on peut le travailler. À l'adolescence, voilà, moi je suis rentré à 18 ans. Pendant mon adolescence, je l'ai travaillé. Et comment on peut travailler le mental? Moi, je viens des sports de combat. Et bah, c'est en allant à la salle et en se mettant sur la gueule avec des mecs, tout ça. Comme ça, on travaille le mental, on apprend à encaisser les coups. Alors oui, ça va pas faire aussi mal que ce qu'on subit dans le stage. Tu la cuve, ouais. Mais voilà, on a déjà notre cerveau qui va être préparé parce qu'on a l'habitude de prendre des crochets, de prendre des choses comme ça. Typiquement, dans les parcours que j'évoquais tout à l'heure, les parcours de sport de combat qu'on fait là, c'est ni plus ni moins que tu prends des coups, tu ramasses dans ta gueule. Tu as beau arriver avec un niveau, tout ça, à un moment donné, tu es tellement fatigué, tellement usé physiquement, tout ça, tu manques de lucidité. Et on sait comment ça se passe. Quand on est usé physiquement et qu'on manque de lucidité, bah, y a très peu de choses qui ressortent. D'accord? Mais comme tu t'es préparé, parce que tu vas dans les salles, tu boxes avec des gens qui sont plus forts que toi, qui sont plus lourds que toi, qui sont quand même plus forts que toi, et bah quelque part, ton cerveau, il se dit ouais, c'est bon, ça passe, tu as l'habitude, tu as déjà pris pire que lui. Enfin voilà. Donc voilà, moi je fais un peu ce lien-là. Et moi, c'est ce que j'ai fait à mon adolescence. Voilà, les arts martiaux, les sports de combat, je pense que c'est une bonne manière de se préparer pour ce stage. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a de l'endurance. Donc pareil, l'endurance, tu peux travailler le mental en faisant de l'endurance. Plus tu vas faire du long, plus tu vas travailler le mental. La psychologie pour se préparer à l'eau froide, bah, ça me paraît con, mais je donne des petits éléments dans ce livre. L'histoire de la douche froide, prendre toujours des douches froides au maximum, jouer sur des différents temps au départ, évoluer, finir sur des 2, 3, 4 minutes à l'eau froide. Et bah mine de rien, le cerveau, il enregistre tout ça. Voilà. Et le jour où tu vas dans cette fameuse cuve, bah, ton cerveau et ton corps est plus ou moins prêt. Alors ça ne sera jamais aussi fort que ce qui va t'arriver ce jour-là quand tu vas aller dans la cuve, mais au moins tu t'en rapproches un petit peu. C'est vrai que ce que tu me dis, c'est se mettre dans le rouge de temps en temps, sortir de sa zone de confort. On a tendance à dire que notre société française est une société comment dirais-je, de fragile, on dit souvent ça, qu'on est un petit peu moins agressif qu'avant, qu'on se laisse un peu porter, et que par la facilité tout ça. C'est pas faux, hein, quelque part. Oui, c'est ce que je pense. Mais, moi aussi, c'est ce que je pense. Je suis content que tu confirmes ça. Et j'espère que, en tout cas, ton témoignage, il permettra à ceux qui nous écoutent d'avoir une vision un peu plus réaliste de la vie et d'essayer de sortir de leur zone de confort, justement, histoire de transcender son existence. Ouais, parce que c'est ça dont on parlait au début. Hein. Bah, si tu sors pas de ton confort, de toute façon, personne ne pourra rentrer dans ces unités-là. Il faut le savoir. Là, il faut vraiment se mettre... Il faut sortir vraiment, il faut aller au-delà. Il faut aller chercher plus loin mentalement, aller au-delà de ses limites déjà rien qu'à l'entraînement. Et c'est ça en fait qui va forger un certain mental qui va te permettre d'affronter ce stage. Parce que dans ce stage, petit point de détail, ce que les instructeurs cherchent, c'est trouver la faille. Ouais. Chez chaque personne. Et tout le monde a une faille. Bien sûr. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de... Voilà. Tout le monde a une faille. Et à partir du moment où ils l'ont trouvé, ils vont s'engouffrer dedans. Et c'est là où ils vont tout faire pour faire plier cette personne, pour voir justement jusqu'où cette personne elle est prête à aller. Ils ont des petites notes, genre lui c'est ça. Ils n'ont pas besoin, ils sont très intelligents. Les instructeurs, il faut savoir, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont souvent entre 15 et 20, 25 ans d'unité opérationnelle dans les forces spéciales. Donc ils ont déjà vécu beaucoup d'opérations, ils savent à quoi s'attendre, ils savent ce qu'ils veulent voir de la personne. Mais voilà, mais ce qu'ils recherchent, c'est vraiment ça, c'est trouver une faille et la faille, il s'engouffre dedans et bah, soit tu tiens, soit tu tiens pas. Ok Julien, bah écoute, moi j'étais ravi de ce petit entretien. Bah c'est pareil pour moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer son livre un peu partout. Dans les librairies, la Fnac, Amazon. Très bon livre, donc je vous le conseille vivement, beaucoup d'anecdotes, et puis le parcours d'un homme hors du commun. Mourir ou survivre au service de la nation, Julien B. Je te remercie. Merci à toi Greg. Je souhaite bon courage pour la suite.
dans ta nouvelle vie. Merci, c'est gentil. Merci aux internautes et à bientôt.